Bon, mais je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'animer ce webinaire sur le mois de janvier, ce fameux mois sobre dont on entend parler. Et avant de commencer, je voudrais d'abord remercier Le Guen et particulièrement Monsieur de Blotto pour l'organisation de ce webinaire, parce qu'il voilà, il nous a bien aidé derrière en coulisses. Et puis, moi, donc, je m'appelle Ariane Pommery de Villeneuve. Et j'interviens pour le cabinet GAE Conseil, qui est un cabinet qui est spécialisé dans la prévention des addictions dans les entreprises. Et, et donc, c'est à ce titre-là que je suis là avec vous. Donc, le choix qui a été fait aujourd'hui dans le fait d'animer ce webinaire, c'est de vous parler du mois de janvier. Et pour vous parler du mois de janvier, et vous montrer l'intérêt de faire ce mois de janvier, puisque nous faisons de la prévention dans les entreprises, eh bien, je vais vous parler du mois de janvier, mais avant ça, je vais vous parler de je vais vous parler un petit peu de l'alcool. Je vais vous faire un petit rappel que vous connaissez tous, hein. En quoi l'alcool est un produit particulier, quels sont les risques, quelles sont les conséquences. Je ne suis pas une alarmiste, hein, ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai quelques repères de consommation pour savoir voilà, à partir de quand on est dépendant. Et puis je ferai un focus sur le mois sobre. Alors, le mois de janvier, c'est le défi du mois sans alcool. Alors, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, peut-être pas. C'est la troisième année que ce défi est lancé. Alors, ce défi, il a quelque chose de très particulier par rapport au défi du mois de novembre, au défi du mois sans tabac. C'est que le mois sans tabac, il est plus connu, et le mois sans tabac, c'est un mois pour inciter les personnes à arrêter de fumer définitivement. C'est pas du tout l'objectif du mois de janvier, du mois sans alcool. L'objectif du mois sans alcool, c'est de faire une pause pendant un mois sur sa consommation d'alcool. De se dire pendant un mois, voilà, je m'arrête. Et je me lance ce défi-là d'arrêter. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je m'arrête pendant un mois pour faire le point sur ma consommation, pour voir où j'en suis, pour se dire, si j'ai pas de problème, très bien, je continue comme d'habitude. Si c'est un peu compliqué, je vais peut-être aller me renseigner, je vais peut-être aller chercher des informations, voilà, je vais peut-être m'interroger un peu plus sur ma consommation. Mais l'idée n'est vraiment pas de faire de faire un focus en disant il faut arrêter de boire, il faut arrêter de boire. C'est pas du tout l'objectif. On est plus sur, voilà, je me lance ce défi et je vais regarder quels sont les bénéfices que je peux tirer à cet arrêt et voir un petit peu comment je pourrais réagir après. Donc vous voyez bien, la philosophie, elle est très différente. Et alors, comme c'est la troisième année, c'est pas encore connu, c'est pas encore très connu. C'est pour ça on remercie le GAN de voilà, nous permettre de vous exposer ce mois sans alcool, ce Dry January. Si ça intéresse certains, et pour vous montrer à quel point il prend de l'ampleur, hier, je suis intervenue avec le professeur Benyamina sur France Inter sur le téléphone sonne pour vous montrer que ça prend de l'ampleur et que voilà, ça devient quelque chose qui est important. Bon, maintenant que je vous ai fait cette introduction, mais je vais passer au vif du sujet, à savoir c'est qu'est l'alcool et en quoi l'alcool est un produit particulier. Alors, pour comprendre les enjeux de l'alcool, il me semble important de vous rappeler les points suivants. Tout d'abord, l'alcool, c'est un produit psychoactif. Alors, un produit psychoactif, en fait, c'est un produit qui... Oh, attendez, je suis en train de me... Pardon, avant de commencer. Temps mort, ça c'est... Je ne vous ai pas parlé des onglets. Dans le chat, à droite, vous voyez, vous avez la page. J'étais déconcentrée par mon problème d'animation. Sur la droite, vous avez, sur votre écran, vous avez à droite le chat. Et puis, vous avez aussi un onglet questions. Donc, tout en bas de le chat. Ça vous permet de poser toutes les questions que vous voulez. Il est vu et lu par tout le monde. Et puis, vont répondre, soit certains d'entre vous, ceux qui veulent répondre, ceux qui animent avec moi. Et parmi les animateurs, vous aurez Alexis, qui est sous le pseudonyme de Julien Nègre, mais c'est Alexis Péchard. Et puis, vous aurez... Donc,
tout le monde peut le lire. Et puis, vous avez aussi l'onglet questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'onglet questions, il n'est vu et lu que par les modérateurs, c'est-à-dire Alexis, moi, et puis et Caroline probablement. Et nous sommes les seuls à pouvoir lire et vous aurez une réponse qui sera une réponse donnée par les addicologues que nous sommes, une réponse personnalisée que personne d'autre ne verra. Voilà, donc c'est pour vous expliquer ce mode de fonctionnement. Donc je reprends. Donc c'est un produit psychoactif. Alors un produit psychoactif, c'est quoi? C'est un produit qui agit sur le cerveau, sur le système nerveux central et qui va modifier notre comportement. C'est ce qu'on appelle encore communément les drogues, et on parle de drogue dure, de drogue douce. Moi, j'aime pas beaucoup cette appellation de drogue parce qu'on range systématiquement l'alcool dans les drogues douces. Or, finalement, l'alcool, c'est quand même, moi, ce que j'appellerais une drogue dure parce que c'est le seul produit dont on peut mourir si on arrête d'en prendre. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure brièvement, mais en fait, si on est dépendant à l'alcool et dépendant physique, la dépendance physique, elle se repère par des signes, des tremblements, des signes spécifiques sont des tremblements le matin au réveil. Si des personnes sont comme ça, elles ont ce symptôme de tremblement au réveil, elles ont besoin d'alcool pour fonctionner. Si ces personnes-là ne peuvent pas prendre d'alcool, ben le risque, c'est qu'elles meurent. C'est le seul produit dont on peut mourir si on arrête d'en prendre. Donc, autrement dit, c'est un produit qui n'est pas neutre, hein, et pourtant, vous voyez, c'est un produit licite. Et encore une fois, je ne viens pas diaboliser l'alcool, hein. Moi, mon objectif, c'est de vous donner des informations. Alors, l'alcool, c'est aussi un facteur d'intégration. Ça, vous êtes tous là, on revient, on termine ces fêtes de fin d'année. Et donc, c'est un facteur d'intégration, c'est un facteur c'est un moment festif. Ça permet de se retrouver, ça permet d'intégrer des groupes, voilà, ça a beaucoup de fonctions. Et ça a quand même une particularité qu'on ne retrouve pas dans les autres produits. Il y a une représentation sociale autour de l'alcool qui est très particulière. C'est qu'on a de manière, j'ai envie de dire, presque archaïque, l'idée qu'il y aurait deux catégories de personnes. Il y aurait d'un côté les bons vivants et de l'autre côté les alcooliques. Et que finalement, c'est entre les deux, il n'y a pas de frontière. Enfin, il y a une frontière, mais on peut pas. Il y a une zone qui n'existe pas. Et donc, on va systématiquement tenter de passer pour des bons vivants parce que on ne peut pas s'identifier comme étant un alcoolique. Donc, on a cette représentation sociale qui est très particulière, avec en plus l'idée que celui qui ne boit pas est quelqu'un d'ennuyeux. Je pense que j'en fais sourire certains parce que c'est quand même, et je fais sourire aussi tous ceux qui ne boivent pas d'alcool de manière générale et qui sont toujours regardés de manière un petit peu comme étant quelqu'un d'un petit peu rasoir. Bon, je vous donne quelques chiffres sur l'alcool. L'alcool, c'est la consommation d'alcool en France. Elle est de 11,7 litres d'alcool pur par habitant de plus de 15 ans. Bon, c'est un chiffre qui est en diminution parce que les derniers chiffres de l'OFDT qui étaient de 2009 étaient de 15 litres et qu'avant, on revient quand même de loin parce qu'avant, la consommation elle était de 25 litres. Donc, on a quand même diminué. Et la France est un des pays les plus consommateurs d'alcool au monde puisque on est le 6e pays consommateur parmi les 34 pays de l'OCDE. Alors, les effets, je vais vous parler des effets, des risques de l'alcool. Alors, les effets de l'alcool, bon, je ne vais pas m'étendre trop parce que vous connaissez, c'est que l'alcool, l'alcool, il passe rapidement dans le sang et les effets apparaissent dans les 15 à 60 minutes. Tout va dépendre, en fait, tout dépend du fait si on est à jeun ou pas à jeun. Si on est à jeun, les effets, ils vont apparaître très rapidement. Si on n'est pas à jeun, ils vont mettre plus de temps à arriver. Et l'alcool, en plus, c'est un produit hydrosoluble, ce qui fait qu'on va boire de l'alcool, et puis au bout d'un moment, si on arrête d'en boire, on n'en aura plus dans le sang, contrairement à d'autres produits comme le cannabis qui vont rester plus longtemps. C'est un anxiolytique très puissant, et ça explique aussi pourquoi beaucoup d'entre nous en prennent, parce que ça fait du bien. C'est un désinhibiteur, il anesthésie également. Il provoque des sensations de détente, des sensations d'euphorie, de lâcher prise, d'apaisement. Je pense que vous avez tous ressenti ça. Mais en même temps, il provoque une diminution des réflexes. On a des temps de réaction qui sont allongés. Ça provoque des troubles de l'équilibre.
Ça provoque aussi des modifications de l'humeur, que ce soit en gaieté ou en agressivité. Et puis, de façon, avec des consommations plus importantes, on peut arriver à de la somnolence, coma éthylique, avec des conséquences graves, et notamment les conséquences des chutes avec des hématomes sous-duraux. Enfin, bon, donc, c'est pas un produit qui est neutre, et c'est mon rôle de le rappeler. Alors, les risques en termes de complications de santé, bon, l'alcool est quand même responsable de 41 000 morts par an, 11 000 femmes, 30 000 hommes. C'est quand même un chiffre qui est très, très important. C'est la deuxième cause de mortalité évitable. Ça provoque de multiples cancers, cancer de la gorge, cancer de l'œsophage, cancer du sein. Ça provoque de l'hypertension artérielle, des AVC, des cirrhoses, des pancréatites et autres. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Vous aurez de toute façon le PowerPoint après. Je dis que je ne m'étends pas plus longtemps parce que j'ai pas envie de diaboliser finalement. Hein. Voilà. Mais ça provoque également des troubles cognitifs, des troubles de démence et puis de la dépendance. En termes de complications sociales, ça va provoquer des problèmes judiciaires, des retraits de permis, entre autres, des problèmes en cas de violence sous alcool, des problèmes financiers, des problèmes familiaux. En termes de complications au travail, les premiers, là je vous en ai mis quelques-uns et ma liste elle est innombrable, mais voilà, j'en ai mis quelques-uns. J'ai envie de dire que ceux qu'on voit apparaître, qu'on peut ressentir, c'est une perte de motivation, une envie de s'isoler parce que finalement on perd, on n'est plus on n'a plus envie d'être avec les autres personnes puisqu'on se sent différent. Ça provoque des retards, des absences injustifiées, de la fatigue parce qu'on dort pas très bien, de l'épuisement. Et puis la liste elle est très longue, mais voilà, il y a des réelles complications et quand quelquefois on sent qu'on n'a plus forcément envie de, voilà, de travailler, enfin des motivations, et bien finalement, on peut souvent se poser la question de est-ce que l'alcool n'a pas une part de responsabilité. Alors, il y a une question qui m'est souvent posée, c'est à partir de quand est-on dépendant? Ça, c'est assez systématique, la dépendance. Alors, il existe un certain nombre de définitions sur la dépendance. Et là, je vous ai remis une définition qui est une définition qui a été donnée par le docteur Goodman, qui est de 2090 et qui est toujours d'actualité. L'addiction, c'est un processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir pour fonction de procurer du plaisir. Et ça, l'idée de plaisir, je pense que vous l'avez tous en tête, cette idée que ça fait du bien. Mais c'est aussi pour soulager un malaise intérieur. Et ça, finalement, on n'en a pas forcément conscience. Que c'est par cette motivation-là qu'on va en prendre. Et en plus, il va y avoir un effet, j'ai envie de dire, un double effet qui se coule. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on n'en prend pas parce que ça fait du bien, mais si on commence à devenir dépendant, on va être obligé d'en prendre, non pas parce que ça fait du bien, mais c'est parce qu'on est mal si on n'en prend plus. Et qui va se caractériser par l'échec répété de son contrôle. On va essayer de contrôler, mais on n'y arrive pas. Et sa persistance malgré les conséquences négatives. Je vais revenir sur ces éléments dans la slide suivante. Alors, parce que souvent, la question qui m'est posée, c'est à partir de combien de verres, quelle est la quantité qui permet de déterminer notre dépendance? C'est pas comme ça que aujourd'hui les addictologues ne fonctionnent pas comme ça. Et parce que la quantité, finalement, on va se rendre compte que ça importe peu. Une de mes activités est de travailler à l'hôpital Bichat et les médecins à l'hôpital disent, ils disent, quand on pose la question à un alcoolique, alors j'utilise à dessein le terme alcoolique qui est un terme péjoratif, mais pour expliquer bien le contexte, quand on demande à un alcoolique combien il boit, eh bien, il faut multiplier par 2 ce qu'il vous dit. Quand on demande à sa femme combien il boit, il faut diviser par 2 ce qu'elle vous dit. Donc, autrement dit, on prend les deux et on prend la moyenne. Bon, tout ça pour dire que finalement, la quantité n'a pas d'importance. Ce qui va être important, c'est de regarder la nature de la relation que la personne entretient avec le produit. Et ce qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup moins stigmatisant, parce qu'aller parler des quantités, finalement, ça fausse le débat, puisque finalement, on a des tolérances plus ou moins importantes. Et c'est pas ça qui est important. Et donc maintenant, on travaille avec des critères. Les critères du DSM-5, c'est les critères des diagnostics mentaux avec lesquels les addictologues travaillent. Et il y a 11 critères
Et on pose la question aux gens, et on leur pose la question des critères, on pose des questions, on pose 11 questions. Et en fonction des réponses, on va répondre de manière, c'est assez binaire, c'est oui ou non. Si c'est oui, ben on aura un point, si c'est non, c'est 0 point. Et si on a de 2 à 3 critères, on a une addiction qui est faible. Si on a de 4 à 5, elle est modérée, et de 6 à 11, elle est sévère. Alors, malheureusement, là, j'ai pas le temps, et puis je sais pas si ça vous intéresserait, mais j'ai pas le temps de tous les détailler, mais je vais vous en donner quelques-uns pour illustrer un petit peu mon propos. Un des critères, il est en bas à droite, c'est la tolérance. La tolérance, c'est quoi? C'est le fait d'augmenter les quantités pour parvenir au même effet. Autrement dit, avant, et là tout le monde peut se poser la question, avant avec un verre de vin, j'avais la tête qui tournait un petit peu. Maintenant, pour avoir la tête qui tourne, eh ben, il m'en faut 2, voire 3. Voilà, il y a aucune, y a rien de stigmatisant. C'est voilà, mon corps s'est habitué à des concentrations, et puis pour avoir plus d'effet, eh bien, je vais augmenter la quantité. Julien dit souvent, qui est formateur dans le cabinet, il dit souvent que j'aime bien ça. Il dit que en France, surtout si on est un homme et qu'on a une bonne tolérance, en fait, on est socialement très bien vu. Alors qu'en fait, la tolérance, c'est un critère de l'addiction. Ensuite, un autre critère, c'est la perte de contrôle. Alors, la perte de contrôle, c'est je commence à consommer, et quand je commence à consommer, j'ai du mal à m'arrêter. Alors, là, j'ai plein de gens qui me disent, mais t'inquiète, je gère, parce que moi, je m'arrête quand je veux. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont une consommation qui peut être importante, qui à un moment donné, on se pose des questions, ont un peu peur, s'arrêtent et se disent, bon, bah, puisque je suis capable de m'arrêter, eh bien, je n'ai pas de problème. Tous ces gens-là, tous ces t'inquiètes, je gère, je leur dis, bah, d'abord, si tu peux t'arrêter, c'est bravo, c'est super. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est ton comportement quand tu vas reprendre. Est-ce que quand tu vas reprendre, tu vas être à nouveau en perte de contrôle, ou est-ce que quand tu vas reprendre, tu vas avoir une consommation qui est tranquille? Il y a un exemple que j'aime bien, on prend une autoroute, on prend quelqu'un qui est un chauffard, qui va à toute allure sur l'autoroute, sur la voie de gauche, qui prend des risques. À un moment donné, il a peur, il se met sur la bande d'arrêt d'urgence. Et moi, je lui demande de regarder son comportement quand il prend la route. Est-ce que quand il va reprendre la route, il va être tranquillement sur la voie de droite, ou est-ce qu'il va être à nouveau à fond sur la voie de gauche? Donc c'est ça la perte de contrôle. C'est quand je commence, je peux pas m'arrêter, mais quand je peux m'arrêter, mais quand je reprends, je perds le contrôle. Un autre critère que je trouve aussi très intéressant, c'est le temps passé. Alors le temps passé, au début, on ne s'en rend pas tellement compte. C'est comment où est-ce que je vais, est-ce que ce soir je vais boire de l'alcool? Ben oui, ben où est-ce que j'en ai chez moi? Oui, non, non. Ben alors si je vais en acheter, où est-ce que je vais en acheter? Oui, j'y pense à l'avance. Mais on peut tout à fait raisonner de la même manière avec le tabac. Voilà. Est-ce que j'aurai assez de cigarettes pour les fumeurs de cigarettes, hein? Est-ce que j'aurai assez de cigarettes ce soir? Non, mais je vais m'en acheter. Donc j'y pense. Le temps qu'on passe à consommer, et puis le temps qu'on passe à récupérer des effets, bah, c'est se réveiller le lendemain avec plus ou moins de difficultés, avec voilà, ne pas entendre le réveil, avoir du mal à se lever. Voilà, c'est ça ce critère-là. Le temps qu'on passe à préparer, le temps qu'on passe à consommer, le temps qu'on passe à récupérer des effets. Et en fait, si on est dépendant, enfin, c'est un des critères de la dépendance, mais ça prend beaucoup de temps dans une journée. Ensuite, un autre critère, c'est le fait de continuer à consommer malgré les conséquences négatives. Alors, ça, je trouve ça aussi très impressionnant. Je sais que si je continue à consommer de l'alcool, je sais, par exemple, si mon entreprise a mis en place des éthylotests, et que si j'ai un poste sensible et que mon entreprise a mis en place des éthylotests, si je consomme trop ce soir, je risque demain d'être positive à mon éthylotest. Eh bien, malgré la conscience de ça, eh ben, je vais quand même consommer. Vous voyez, je sais bien ce qui va m'attendre et pourtant je continue. Je sais que si je continue, mon conjoint, il me va menacer de partir. Je ne veux pas ça, mais pourtant je continue. Donc c'est ça le secrétaire-là. Et puis, une autre illustration, c'est le fait de continuer de consommer, même si le contexte est dangereux. La meilleure illustration que je puisse vous donner, c'est prendre le volant alors que j'ai consommé d'alcool. Et ne serait-ce que à partir de 0,5 g d'alcool dans le sang, si je prends le volant, voilà, je prends un risque. Pas sûr que je vais avoir un accident, mais je prends ce risque-là. Alors,
Donc, vous voyez, les critères, c'est ça. Donc là, je vous en ai donné quelques-uns. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout dans une stigmatisation, on n'est pas du tout sur une quantité. Voilà. Et c'est pour ça que je trouvais ça important de prendre le temps de vous l'expliquer. Alors maintenant, effectivement, les recommandations qui sont données par Santé publique France, vous avez sûrement entendu à la radio, les recommandations, c'est 2 verres par jour et pas tous les jours, avec 10 verres maximum par semaine. Alors les verres, qu'on soit tous bien d'accord sur la définition du verre, parce qu'on a tous des verres de taille différente. Un verre d'alcool, c'est ce qu'on appelle une dose d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool pur. Une dose d'alcool, c'est une bière, mais c'est 25 centilitres de bière, hein. C'est pas une pinte, et c'est d'une bière à 5 degrés. Or souvent, moi je vois bien dans les cafés, souvent, et surtout au moment des happy hour, c'est plutôt des pintes. Et la pinte, c'est 50 centilitres. Donc, tout de suite, vous doublez et ça fait déjà 2 doses. Et si c'est une bière à 5, alors que souvent, les bières, elles sont d'un degré plus élevé. C'est aussi l'équivalent de 10 centilitres de vin. C'est l'équivalent de 3 centilitres de whisky. Et 3 centilitres de whisky dans des verres à whisky qui sont des verres avec une base large, eh bien, ça fait pas beaucoup. Je vous incite à faire l'expérience et c'est aussi l'équivalent d'un verre de champagne ou bien sûr, hein, d'un verre de champagne à 12 degrés, je vois qu'il y a une petite erreur sur ma slide, ou bien de 2 centilitres et demi de pastis. C'est ça, une dose. Quand on dit un verre, et l'expérience prouve aussi que chez soi, on se sert 2 à 3 doses d'alcool. On fait souvent l'expérience dans les formations d'entreprise, et c'est souvent 2 à 3 doses, surtout c'est sur le whisky, parce que les verres sont pas, et sur le vin, parce que plus les verres sont larges, moins on se rend compte de la quantité. Alors, maintenant, passons au dry January. Qu'est-ce que ce fameux dry January? Je vous l'ai dit en introduction. C'est que, voilà, à quoi il sert? Eh bien, nous sommes nombreux à nous dire que finalement, on boit un peu trop souvent, surtout après les fêtes. Je pense que pendant le mois de décembre, on n'a pas bu beaucoup de bouillon, de bouillon de légumes, on n'a pas bu beaucoup d'eau. Et c'est l'occasion de faire un break. C'est l'occasion de faire une pause une pause d'alcool. Et que c'est une bonne occasion de faire ça au moment du mois de janvier où justement on a eu beaucoup d'excès, on s'est un petit peu lâché. La Covid fait que on a aussi envie de se lâcher, on a eu aussi envie de se lâcher, ce qui est, on le voit bien, hein, ça pose cette année une difficulté supplémentaire sur l'envie de faire ce dry January parce qu'on s'est dit, oh, voilà, le Covid, elle est toujours là et pourtant, on doit faire encore un autre défi. Ben, finalement, vous allez voir que ce défi, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour le moral, justement. Cette période de début d'année où voilà, on voit qu'on a encore des restrictions, et ben justement, ça va nous permettre d'avoir voilà, ce petit défi, va avoir des bénéfices sur notre morale. Et donc, ça permet de faire un point sur notre consommation, de constater quels sont les bénéfices de cette pause. Encore une fois, je suis vraiment sur les effets positifs et je ne suis pas là sur les effets négatifs. Et ne pas boire pendant un mois, ça peut être plus ou moins difficile. Et ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur nous et de nous réfléchir à savoir savoir ce qui nous incite à boire de l'alcool. Et se poser des questions toutes simples, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je bois? Est-ce que je bois comme tout le monde autour de moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de boire? Est-ce que c'est une routine? Ce sont des questions qui peuvent paraître et qui sont simples en fait, mais qu'on ne se pose pas forcément. Et on se rend compte que se poser la question, ben, finalement, déjà, ça incite à conscientiser. Ça nous permet déjà, finalement, de diminuer spontanément des verres qu'on ne prendrait pas, qu'on peut tout à fait ne pas prendre, directement. Alors, donc, c'est effectivement le moment de s'interroger sur notre rapport à l'alcool. Alors, le défi de janvier, c'est ce Dry January. C'était une campagne qui a été lancée en 2013 en Angleterre par l'organisation Yuka. Et la France y participe effectivement depuis 2020. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est la 3e année. On en parle de plus en plus dans les réseaux sociaux et c'est vraiment, j'allais dire le mot chouette. Bah ouais, c'est le mot que oui, c'est le mot que je vais employer parce que plus ça prend, plus ça va prendre de l'ampleur, bah plus ça va nous inciter à y participer.
Et plus on y participe, finalement, plus on va y voir des bénéfices. Alors l'objectif, donc, c'est de faire une pause sur la consommation et de voir finalement la place qu'occupe l'alcool dans notre quotidien. Et ça nous permet finalement de prendre soin de nous. Et contrairement, je me répète, mais c'est important, il ne s'agit pas de devenir abstinent. C'est pas, ce challenge, il ne s'adresse pas aux gens qui ont des problèmes d'alcool. Il ne s'agit pas aux gens qui sont dépendants à l'alcool. Parce que comme je disais tout à l'heure, si on arrête brutalement l'alcool et qu'on est dépendant physique avec les symptômes de tremblement le matin au réveil, c'est dangereux. Donc pour ces personnes-là, il ne faut pas arrêter l'alcool. Il faut aller consulter, mais pas arrêter violemment l'alcool. Donc vraiment, c'est un défi qui s'adresse à tout le monde. La règle, elle est simple, c'est ne pas boire de l'alcool pendant un mois, ou alors se fixer ses objectifs. Ça pourrait être ne pas boire de l'alcool pendant quelques jours, ça peut être ne pas boire d'alcool pendant une semaine, ça peut être ne pas boire de l'alcool pendant une semaine, pendant la semaine. Vous voyez, chacun va faire son petit défi. C'est un choix qui est vraiment personnel. Et les conditions de ce défi, elles sont très souples. Personne ne va aller voir si on fait bien les 30 jours. D'abord, déjà, on est le 6 janvier, mais voilà, c'est un moment pour s'interroger, de se lancer un petit défi. Alors aussi, l'idée du défi, c'est que on peut le faire à plusieurs et on se rend compte que finalement, le faire à plusieurs, bah, ça a un côté très entraînant. Il y a des études les premières études qui ont été lancées, qui ont été effectuées sur les premières années, sur les 2 premières années. Et on voit que les jeunes commencent à essayer ce défi de janvier parce que on a interrogé des populations entre 17 et 49 ans et qu'on voit que les jeunes le font. Alors les jeunes le font par défi, parce que par l'idée du challenge, du jeu, mais c'est très bien. Ou d'autres vont le faire parce que justement, je parlais des lendemains de fête qui sont, voilà, on a bien profité des fêtes, et ben voilà, c'est l'année, c'est le moment des bonnes résolutions, donc allons-y. C'est un défi on peut se lancer tout seul et sans le dire à personne, on peut voilà, le dire à plusieurs. Voilà, donc je trouve que les conditions d'accès, elles sont vraiment intéressantes parce elles sont très larges, très, très libres. Alors comment faire? Quels sont les bénéfices à l'arrêt? Comment faire, je vais vous le donner juste après. Quels sont les bénéfices à l'arrêt? Eh bien, en fait, très rapidement, vous allez voir que vous allez mieux dormir. Et là, il ne s'agit pas de passer d'une grande consommation à pas du tout. Encore une fois, je m'adresse à tout le monde et pas aux gens qui ont des problèmes d'alcool. Mais très vite, vous allez voir que le sommeil, il est amélioré. On a un meilleur, comme le sommeil est amélioré, eh bien, d'emblée, on va avoir un meilleur réveil. On va avoir une peau qui est plus fraîche très rapidement. J'ai envie de vous dire, dans les 3-4 premiers jours, on a tout de suite une peau qui est plus claire. Et c'est amusant, vous verrez, il y a des personnes qui me disent: «Oh, mais tu as bonne mine!» Et en fait, c'est ça, c'est l'arrêt d'alcool. Alors, c'est assez intéressant, ça intéresse beaucoup de personnes. C'est l'idée de la perte de poids, effectivement, ça fait perdre du poids très, très facilement. Il y a une économie d'argent qui est relevée justement dans ces études. Ça crée un meilleur moral parce que si l'alcool est, je l'ai expliqué tout à l'heure, l'alcool c'est un anxiolytique qui fait du bien à court terme, c'est un antidépresseur à très court terme. À long terme, ça crée un effet de dépression. C'est un dépresseur. On voit sur des personnes qui viennent pour un arrêt d'alcool, personnes qui viennent à l'hôpital pour un arrêt d'alcool, on leur pose des questions sur leur humeur, sur les personnes, toutes les personnes qui viennent pour un arrêt d'alcool toutes les personnes disent qu'elles sont déprimées. Et on voit qu'à 30 jours, 80% des dépressions stoppent, à 30 jours d'arrêt, 80% des dépressions stoppent naturellement. Donc autrement dit, l'alcool a un effet dépresseur à long terme. Donc arrêter provoque tout de suite un meilleur moral, un regain d'énergie, et puis un sentiment de fierté. C'est important de se sentir fier, c'est important d'avoir, d'être content de soi, d'être fier de soi, et d'avoir ce qu'on appelle un sentiment d'auto-efficacité, c'est de se dire, bah, ouais, j'en suis capable, je peux relever ce défi. Je vous assure, faites-le parce que c'est et dites-nous après parce que ça c'est très étonnant de voir ces effets positifs
aussi rapidement. Et puis, ça permet aussi alors qu'on est capable de s'amuser sans alcool. Ça, c'est un point qui est très important parce que parmi les freins au défi, on a essayé d'identifier pour savoir voilà, pourquoi les gens n'avaient pas eu envie de le faire l'année dernière et les autres années. Eh bien, parce qu'en fait, il y a une crainte de ne pas s'amuser. Et, et finalement, on se rend compte que plus on a cette crainte de ne pas s'amuser, moins on va avoir envie de faire ce défi, alors que ceux qui se lancent dans ce défi se rendent compte que finalement, ils peuvent s'amuser sans alcool. C'est vraiment une idée qui est reçue. Et vous voyez, je parlais des représentations tout à l'heure. Et bien, on est dans la même représentation, c'est que sans alcool, c'est sûr qu'on ne peut pas s'amuser. Et ben non, expérimentez. Alors, tout dépend de votre niveau de consommation, hein. Mais vous allez voir que finalement, vous pouvez passer des très bons moments sans alcool. Et que ne pas boire n'est pas synonyme de pleurs et de tristesse. Ça permet aussi de parler d'expérience, de son expérience d'arrêt, de son expérience du défi. Et ça, c'est aussi, dans le cadre de la prévention, c'est important parce que on va parler de son arrêt du tabac très facilement. Les gens vont parler, vous voyez, dans les dîners ou dans des réunions, on va parler de son arrêt de tabac. On ne va pas parler de son arrêt d'alcool d'une façon générale. Or là, justement, ce mois de janvier, il permet de le faire. Ce défi-là, il permet de parler d'alcool. Or, on se rend compte que parler, c'est finalement ce qu'il y a de plus important dans la consommation d'alcool, parce que c'est une phrase, et Julien, Alexis vont s'amuser à m'écouter, mais parce que finalement, le silence tue plus que les produits. Et ne pas parler de sa consommation d'alcool, finalement, nous enferme dans un système qui fait qu'on ne va pas en parler, donc on va se sentir pas forcément très à l'aise. Et si on augmente notre consommation et qu'on n'ose pas en parler, ben on peut basculer dans une spirale dont on pourrait avoir des difficultés à s'en sortir. Or là, ça permet de parler de manière intime de son expérience. Et là, on est vraiment dans la prévention. Alors maintenant, comment le mettre en place, ce Dry January? Alors, il y a des manières toutes simples, hein, c'est des conseils basiques, mais qui marchent bien. Hein, n'ayez pas d'alcool chez vous. Parce que comme ça permet d'éviter la tentation. Si vous avez décidé de le faire, et si vous avez décidé de le faire soit sur un mois, soit sur une période d'une semaine ou de quelques jours, peu importe. Mais dites, voilà, n'en ayez pas chez vous, ça vous permet de pas. Voilà, c'est des petits conseils tout simples. Ce qui permet, parmi les conseils qui sont simples, mais qui sont très utiles, c'est d'anticiper les moments où l'alcool sera disponible. C'est-à-dire que pensez à l'avance, finalement, au moment, si jamais vous sortez, et ben, dites-vous comment, voilà, on va me proposer l'alcool, comment je vais dire non, et surtout, essayez de vous imaginer dans cette situation-là, qui répond à les deux traits là, vous voyez, les 2 et 3e slide, enfin 2 et 3e bullet point de ma slide, c'est que anticiper, c'est de se dire, bon voilà, comment ça va être ce soir? Finalement, je sens que ce soir, je sens que ça va être un peu difficile de faire mon dry January alors que les gens avec lesquels je vais ne le font pas. Bon, du coup, je ne vais pas y aller. Finalement, j'ai envie, moi, c'est mon défi qui m'intéresse. Et si je décide d'y aller, je choisis à l'avance quelle est la boisson que je prendrai. Parce que comme ça, j'arrive et d'une certaine manière, je suis armée. Et le fait d'avoir tout de suite la boisson que je veux consommer, quitte à la prendre avec vous, hein. Alors ça, vraiment, ça c'est un conseil. S'il y a une boisson que vous aimez bien, prenez-la avec vous. Et vous pouvez annoncer à l'avance, quand vous arrivez, dire non, non, moi je fais mon défi de janvier. C'est un bon prétexte, ça aussi. Pensez pensez à ce que vous aimez faire, en fait, pour prendre soin de vous. C'est une question que finalement, on ne sait pas très bien, on sait pas très bien se la poser. Cette question, vous savez, cette idée de prendre soin de soi, je trouve que c'est une question qui est compliquée. C'est le moment de réfléchir et vous dire, moi, qu'est-ce que j'aime bien faire? Est-ce que c'est bouquiner? Donc, dans ce cas-là, je vais bouquiner. Est-ce que c'est regarder des séries? Voilà, pensez-y pour que vous puissiez, au moment où vous preniez de l'alcool, faites ce que vous aimez faire. Mais ça nécessite de penser à vous. Et donc, ayez aussi vos motivations, des raisons, et bien, ayez bien en tête les motivations pour lesquelles vous le faites. Alors, est-ce que c'est par jeu? Est-ce que c'est parce que vous commencez à vous trouver qu'il y a un petit peu trop de systématisme dans votre consommation?
Est-ce que c'est parce que vous voulez donner le bon exemple à vos enfants? Est-ce que c'est parce que voyez, est-ce que c'est parce que vous voulez aider un proche? Est-ce que vous voyez? Mais c'est intéressant de lister à l'avance et de les avoir bien en tête parce que ça vous permettra de les on est dans le même cadre que l'anticipation. C'est que ça vous permettra de mieux le tenir, votre défi. Et puis, soyez entourés. Alors ça, c'est, très intéressant dans ce Dry January, c'est que vous avez, des groupes. Vous avez notamment un groupe spécifique, c'est un groupe Facebook. Là, on vous l'a mis avec le lien, mais vous, encore une fois, vous aurez les slides. Allez sur ce groupe Facebook parce que ça permet de parler, hein, de manière comme là, on est de manière virtuelle, à des personnes qui font le même défi. Et pour pouvoir échanger sur les facilités ou les difficultés, pour pouvoir voilà, créer du lien. Parce que c'est fondamental d'être plusieurs dans cette histoire, dans ce défi. Et pour peu que vous ayez voilà, vous ne trouviez pas ça très simple, et ben être à plusieurs, c'est beaucoup plus facile de le faire. Et organiser vos soirées à l'avance, ben voilà, ça fait partie de ces conseils qui sont dans partie de l'anticipation pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu et que vous ne vous disiez pas, qu'à un moment donné, vous ne dites pas, bon, finalement, ben non, je ne sais pas ce que je vais faire. Oh, ben tiens, allez, c'est pas très grave ce défi, je vais, personne ne sent. Alors, pour vous aider, ben, vous avez un site qui est le Dry January. Vous pouvez suivre la campagne sur Instagram, sur Facebook. Vous avez une application qui s'appelle Dry et qui aide énormément les personnes. Téléchargez-la et vous allez voir, c'est vraiment c'est très ludique. Vous avez des petites récompenses tous les jours. Parce que vous allez rentrer, on ne vous demande pas beaucoup d'informations, hein, mais c'est de vous inscrire. Et tous les jours, vous allez mettre, on va vous demander combien, est-ce que vous avez bu aujourd'hui? Oui, non. Si vous n'avez pas bu, vous allez avoir une petite étoile, bravo. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très motivant. Ça vous permet de suivre vos progrès, de voir quel argent vous économisez. Ça contient des trucs, des astuces. Honnêtement, les notifications sont pleines de motivation, pleines de recettes et elles sont très ludiques. Alors, pourquoi ça? Pourquoi ce webinaire? Et pourquoi ce mois de janvier? C'est pour vous dire, qu'est-ce que vous faites après? Je l'ai dit tout à l'heure, bon, il ne s'agit pas, comme le mois comme le mois sans tabac, de dire maintenant j'arrête le tabac. C'est de dire, voilà, maintenant qu'est-ce que je veux faire? Finalement, je continue comme d'habitude. Soit je me rends compte que finalement il y avait des verres qui étaient en trop, j'ai pas besoin, j'en ai pas forcément envie. Et dans le fond, pour ma santé, c'est quand même mieux parce qu'il n'y a aucun bénéfice à boire de l'alcool. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boire de l'alcool, mais je vous dis qu'il y a, malgré ce qui circule encore, il n'y a pas de bénéfice à boire de l'alcool, pas de bénéfice pour la santé. Ou bien vous pouvez décider d'arrêter de boire pour de bon. Certains se sont rendus compte que finalement, les effets étaient tellement bénéfiques qu'ils ont décidé de continuer. Et il est possible que vous ayez des difficultés. Certains d'entre nous, certains d'entre vous, moi je sais où j'en suis, donc c'est à vous que je m'adresse, mais certains d'entre vous vont peut-être trouver que c'est plus compliqué que prévu, et que finalement, alors que, voilà, ils ont des difficultés, on vous a mis ce site. Alors, il existe beaucoup de choses sur Internet, et avec le cabinet GAE, on a choisi finalement quel était le meilleur conseil, le meilleur site à vous donner. En fait, c'est Addicted. C'est le village des addictions. Vous avez aussi Alcool Info Service et des groupes Facebook comme Addiction et Alcool, on est plus fort. C'est un groupe Facebook qui est vraiment il est vraiment très, très bien mené. La modératrice et celle qui a créé ce groupe, c'est une fille qui est vraiment très, très proche des gens. Enfin, tous les gens sur ce groupe sont bien. Et ce site Addicted, il vous permettra d'avoir toutes les adresses de toutes les personnes, de tous les addictologues. Voilà, ça c'est vraiment, c'est une mine d'or. Téléchargée. Allez voir sur ce site Village des Addictions. Vous trouverez beaucoup de choses. Alors, nous y voilà, je vois à l'heure qui passe, je vois qu'il faut que j'accélère, mais je vois que je suis aussi encore dans les temps. C'est que il y a écrit patient expert. Et en fait, moi, je suis une ancienne buveuse. Alors, le Dry January, moi, je le fais tous les mois, je le fais tout le temps. Parce que je suis une ancienne buveuse, j'ai souffert d'alcool. En fait, j'ai commencé à boire de l'alcool quand j'avais à peu près ma première consommation d'alcool, j'avais 15 ans.
première consommation, c'est pas l'alcool n'est pas un produit addictogène. C'est pas parce que j'ai pris l'alcool une fois que tout de suite je me suis jetée sur l'alcool, pas du tout. Mais c'est quand même un âge assez précoce pour commencer l'alcool. Et quand j'ai eu, mais je pense que j'ai tout de suite été en perte de contrôle. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé des critères. Moi, j'étais tout de suite en perte de contrôle. Donc, dès que j'ai commencé à boire d'alcool, j'aimais bien ça et j'en prenais pas mal. Et puis aussi, j'avais une bonne tolérance parce que je tenais très bien l'alcool. Quand je me suis mariée assez jeune, parce que je me suis mariée à 20 ans, et je me suis dit, il ne faut pas que je boive trop le jour de mon mariage. Ce qui veut dire que quand même, cette idée de perte de contrôle, elle était déjà là, mais je pouvais encore contrôler, je me souviens de mon mariage, tout va bien. Et je me fixe comme règle de ne pas boire de l'alcool dans la journée. Moi, j'ai un mari qui est très raisonnable, mais je vois bien qu'on n'a pas du tout le même rapport à l'alcool tous les deux. Moi, je vois bien que quand j'en prends, j'ai envie de plus, là où lui, il s'arrête. Et puis, il me dit, un jour, il me dit, mais moi, il y a des gens que je ne peux pas supporter. Ce sont les alcooliques. Et là, je me dis, oh là là, pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il parle de moi? Et il dit, les alcooliques, ce sont des gens, mais je n'ai que du mépris pour ces gens-là. C'est des gens qui n'ont pas de volonté, ils sont minables. Je me dis, oh là là, c'est ce qui me parle de moi. C'est des gens qui boivent beaucoup. Et puis, ce sont ceux qui boivent tous les jours. Et là, je vous assure que j'étais pas très. J'ai fait ce qui m'arrangeait. Je me suis dit, génial, moi, je ne bois pas tous les jours. Je ne suis pas dans la définition de l'alcoolique telle qu'il la donne. Donc, je ne suis pas alcoolique. Et avec du recul, je peux sourire. C'est quand même un raisonnement j'allais dire à 2 euros. C'est-à-dire que c'était vraiment stupide. Mais je me suis dit, bah voilà, je ne suis pas alcoolique, je ne bois pas tous les jours. Et puis, voilà, j'ai eu la chance, j'attends un enfant, puis un deuxième enfant. Alors, je peux contrôler l'alcool pendant mes grossesses. J'ai pas été à zéro alcool, mais bon, voilà, j'ai pas de culpabilité là-dessus, donc je pense que j'ai fait attention. Je vous dis, je peux encore contrôler. Mais c'est quand je suis rentrée de la maison, de la maternité, après avoir eu mon petit garçon, j'avais 25 ans. Et là, je me souviens très bien il y avait une bouteille qui était dans le réfrigérateur, une bouteille de vin qui était dans le réfrigérateur. Et j'ai ouvert la bouteille le soir et j'ai pris une demi-bouteille. Alors, une demi-bouteille, pour moi qui avait une bonne tolérance, ça ne me paraissait pas énorme. J'ai pris 3 verres, ça fait 3 verres et demi à peu près. J'ai pris de manière un peu compulsive. Et puis, ça m'a fait du bien. Et puis, je ne me suis pas inquiétée parce que j'avais fait ça quand mes enfants étaient couchés. Je n'ai pas allaité, donc je ne mettais personne en danger. Et puis, le problème, c'est que le lendemain, j'ai recommencé. J'ai terminé la bouteille. Et j'étais en racheter une le lendemain. Enfin, le lendemain. Et là, tout de suite, je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et j'ai un sentiment de honte qui s'installe tout de suite parce que je suis une femme et que je suis une maman. Et maman et alcool, bah, ça ne va pas bien. Donc, en fait, c'est ce que je raconte souvent dans mes témoignages, c'est que je vais racheter d'une bouteille. En fait, j'en rachète deux parce que j'en rachète une pour remettre dans le réfrigérateur pour que mon mari ne voit pas. Et puis, j'en rachète une pour moi, pour ma consommation. Et j'ai tellement honte de l'alcool, d'acheter de l'alcool pour moi, qu'en fait, je cache l'alcool dans le landau de mon bébé. Alors qu'en fait, si j'avais pas eu de problème d'alcool, j'aurais acheté de l'alcool devant tout le monde. Enfin, sauf que là, voilà, j'ai cette idée de honte et je cache dans le landau de mon petit bébé, moi qu'on appelle aujourd'hui le bébé, l'enfant du landau, mais ouais, je souris aujourd'hui, mais parce que j'ai du recul sur le moment, c'était horrible. Je cache l'alcool là et chez moi, je le cache dans le bac de linge. On est beaucoup de femmes, Caroline qui m'écoute, pourra témoigner, on est beaucoup de femmes à cacher parce que l'alcool féminin est quelque chose de très honteux. Mais c'est de ma faute, j'avais mal élevé mon mari, il ne savait pas très bien à quoi servait le bac de linge, il ne savait pas du tout. C'est des choses qui n'intéressaient pas tellement, je savais que jamais il n'irait là. Il savait qu'il pouvait poser ses affaires par terre, il savait qu'il aurait des affaires propres, lavées, repassées, mais il ne savait pas qu'il y avait un entre-deux qui était le bac de linge. Bon, bref, là, vous voyez, j'ai une consommation qui commence à être quotidienne tous les jours. Et puis, malheureusement, j'ai augmenté de manière très progressive, très, très progressive. Si j'étais passée tout de suite d'une demi-bouteille à plusieurs bouteilles le soir, j'aurais été consultée, sauf que c'est pas ça qui s'est passé. Ça s'est fait très, très lentement. Et finalement, la consommation du jour était quasiment la même que celle de la veille. Et donc, j'ai pas osé demander de l'aide. Et parce que et là, je change de référentiel. Je me dis, bon, je bois tous les jours. Ah, je suis comme le dit mon mari. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je cache.
Et là, je change et je me dis: «Oui, mais en fait, je ne bois pas d'alcool le matin». Et je me dis: «Le jour où je boirai de l'alcool le matin, là, je serai dépendante». Et vous voyez, j'éloigne mon curseur et donc du coup, je me protège d'une certaine manière de la définition d'alcoolique. Et puis, et ça c'est, alors moi j'ai un parcours particulier, c'est-à-dire que je suis une vraie addicte, hein. C'est-à-dire que j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, de tabagisme aussi. Enfin, je m'arrête là, je touche plus au sport. Mais voilà, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire de 15 à 40 ans à peu près, hein, pour faire simple. Et c'est quand j'ai réussi à m'en débarrasser que finalement, en arrêtant mes vomissements, eh bien, j'ai beaucoup plus bu d'alcool. Et là, ça commence à devenir vraiment problématique pour moi, si ce n'est que c'était toujours le soir. Et mais c'est là où j'ai enfin osé demander de l'aide et j'en ai parlé au thérapeute qui me suivait pour les troubles du comportement et qui m'a proposé d'aller voir un addictologue. J'ai été à l'hôpital Bichat voir le professeur Lejoyeux qui a été, ça a été très rapide. C'est-à-dire que j'arrive en me disant: «Oh là là, il va me poser des questions sur ma consommation», donc vous pensez bien que je minimise et quand je vous ai dit, qu'on ne peut pas dire la vérité, c'est vrai. Et en fait, les questions qu'il m'a posées, c'était les critères que je vous ai exposés. Et donc, je me suis sentie très à l'aise. Et à partir du moment où je me suis sentie à l'aise, puisqu'il m'a demandé si j'avais déjà arrêté, si j'y pensais, et je trouvais que pas tellement. Et voilà. Et ce qui fait que très vite, lui, il a pu cocher le nombre de critères. Il m'a proposé tout de suite une hospitalisation, ce qui a été d'une violence inouïe pour moi. J'ai refusé sur le moment, mais j'ai accepté. Mais je suis sortie de l'hôpital et puis je me suis assise et j'ai pris ma décision de m'arrêter, enfin de retourner à l'hôpital un mois plus tard. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de boire. Et il n'y a pas un jour où je ne regrette pas cet arrêt. Et là, ce dry January, je vais vous dire, s'il avait existé à l'époque où j'ai commencé à consommer de manière problématique, même avant que ça devienne problématique, eh ben, ça m'aurait vraiment aidé et j'aurais très probablement, je me serais interrogée sur ma consommation et j'aurais trouvé de l'aide. Or, là, moi, à l'époque, j'ai pas osé en parler. Aujourd'hui, c'est quelque merci Christelle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, j'aimerais bien que ce soit banalisé. J'aimerais bien que l'alcool soit un sujet banalisé. Mais justement, voilà, ce type de démarche, ce type de défi de janvier, ça aide à faire ça. Voilà, donc maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si... Là, il nous reste juste le temps pour quelques questions. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire. Alors, c'est toujours un peu compliqué de ne pas avoir l'interaction physique du webinaire. Des questions ou dans le chat, hein, c'est... Peut-être que j'ai été suffisamment... Je vois que... Merci Alexis de ton soutien. Mais vraiment, c'est... Alors, oui, merci Christopher, c'est une excellente question. Les risques de surcompensation en sortie de Red January. Tout va dépendre. Ben justement, ça, c'est une très bonne question euh, parce que si jamais on surcompense, après le dry January, ça veut peut-être dire qu'il y a peut-être une petite coupe. On a peut-être un rapport à l'alcool qui est peut-être, j'ai envie de dire, problématique. Oui, problématique. Et c'est l'occasion justement d'aller voir un médecin, d'aller consulter un addictologue. Oui, c'est vraiment ça l'objet du dry January. Et s'il est problématique, j'ai envie de dire, c'est presque une chance. Parce que voilà, vous allez trouver de l'aide. Enfin, vous ou d'autres personnes peut trouver de l'aide. Et, et je vous ai parlé, quand je vous parle du Facebook et des groupes Facebook, du Dry January, d'autres groupes Facebook, ça permet exactement de... Ça permet ça. Ça permet d'aller échanger avec d'autres personnes. Parce que ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est un addictologue, mais c'est également les groupes de parole. C'est également de pouvoir parler à des tiers, parler à mes pairs, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Et j'étais dans des représentations et je m'étais dit, mais oh là là, non, mais moi je veux bien aller à l'hôpital parce que je suis alcoolique, mais je veux bien aller parler avec des médecins, je veux bien parler avec des gens qui sont hospitalisés, mais aller parler avec d'autres alcooliques, il n'en est pas question. Or, en fait, là, c'est dans les représentations. Et du coup, c'est parce que j'y suis allée et parce que j'étais obligée d'y aller que j'ai découvert que en fait, c'était les pères qui pouvaient m'aider, d'autres personnes qui étaient passées par là et
m'ont donné des idées, qui m'ont donné voilà, des astuces, qui m'ont encouragé, comme c'est comme ça que j'ai pu encourager à mon tour. Enfin, voilà, donc c'est vraiment le fait qu'il y ait une communauté qui m'a aidé à m'en sortir. Vraiment. Oui, Christelle, l'amorosité ambiante, elle nous pousse à consommer, je suis mais archi d'accord. Mais justement, se lancer un défi comme ça, puisqu'il y a ces bénéfices à l'arrêt que j'ai évoqués tout à l'heure, et ben ces bénéfices, comme ils sont rapides, et ben vous allez voir que finalement, ça va aider à, malgré la morosité, à avoir, ben oui, ce petit coup de pep, ce petit coup d'énergie. Tentez-le et puis redites-nous après ce qu'il en est. Merci d'avoir suivi le webinaire. Merci beaucoup. Oui, sur le site Addicted, il y a des auto-questionnaires qui sont, qui sont intéressants pour s'auto-évaluer. C'est pour ça que je voulais indiquer plus que. Parce que ce site Addicted, vous allez dessus, puis on vous dit voilà, moi, est-ce que vous êtes un consommateur oui, non. Vous cherchez de l'aide pour vous, pour un proche, pour quel type d'addiction. Alors, ça va être alcool, puisque là, on est dans le cadre de l'alcool, mais ça peut être tous les produits ou les comportements. Et vous cherchez des conseils, vous cherchez de l'aide, vous cherchez un lieu, vous cherchez. Et en fait, c'est assez extraordinaire, vous tapez, si jamais vous cherchez de l'aide, vous tapez euh, sur le site, vous tapez le code postal, et à partir de là, vous avez une carte Google Maps qui s'affiche avec tous les centres de soins qui vont s'afficher. Alors, attendez, je suis en train de lire une des questions qui m'est posée. Alors, j'ai une question qui est posée sur le fait d'un ami qui a du mal à se contrôler, qui le lendemain ne se souvient pas. Alors, ne pas se souvenir le lendemain de sa consommation d'alcool, c'est quelque chose qui est quand même révélateur d'une consommation très importante. C'est ce qu'on appelle le blackout. Malheureusement, moi j'en ai eu beaucoup des blackouts. C'est-à-dire que je me réveille le matin, je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, c'est horrible, c'est horrible. Et surtout que ça ne revient pas. Et donc, ça, pour moi, ça fait partie de ces signes qui doivent inciter à consommer. Et pour pouvoir... moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à... Si jamais vous parlez à votre ami qui ne se souvient pas de ce qu'il a dit, ne pas hésiter à lui dire, mais je t'ai parlé hier et tu ne t'en souviens pas. Moi, je crois que le plus important, c'est de parler. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit le silence tue plus que les produits. Ne pas hésiter à parler. Alors justement, tiens, je suis en train de penser que sur le site Addicted, vous avez un onglet qui est comment parler quand on a un proche qui consomme. Et là, vous allez trouver aussi plein d'astuces, plein de manières d'en parler. Mais surtout, parler. Et j'ai envie de dire, peu importe la façon dont vous en parlez, peu importe si vous êtes maladroit, parlez de vous et parlez de ce que vous ressentez. C'est pas tu bois trop, vous voyez, on n'est pas dans l'accusation, c'est je m'inquiète. Voilà. Vraiment, je suis inquiet pour toi. Je suis inquiet pour notre relation. Voilà, parler de vous comme ça fait partie de ces choses qui sont importantes. Sachant que dans le blackout, il y a plusieurs choses. Il y a soit nos jeunes qui font ce qu'on appelle le binge drinking, qui est le fait, qui est l'alcoolisation massive, puissante, avec l'idée d'arriver à avoir un blackout très, 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 très rapide, ou d'autres qui ont plus âgés, qui ont une consommation régulière, comme celle que je pouvais vous évoquer, et que la grande difficulté, effectivement, Christelle, c'est le déni. Moi, j'adorerais vous dire, vous donner une recette miracle pour lever le déni. Mais malheureusement, le déni ne se lève pas comme ça. Et le déni, il va pouvoir se lever parce qu'on parle à la personne. C'est pour ça que vraiment, il faut parler. Vous savez, on dit, il y a une phrase aussi qu'on répète à loisir, c'est parce qu'elle est réelle, c'est l'alcoolique, c'est celui dont tout le monde parle, mais à qui personne ne parle. Et si on ne lui parle pas, et ben ça va alimenter son propre déni individuel et son déni personnel. Son déni individuel et le déni collectif de tout le monde. Donc, c'est parce qu'on va parler à la personne. Là, malheureusement, je vois qu'il est 59 et je ne sais pas si j'ai le temps, mais bon, je pourrais continuer sur le chat. C'est sur le déni. C'est plus on va parler à la personne. En fait, l'idée du déni, de parler, c'est on va lancer des petites graines
C'est comme si on lance des graines et la personne, comme on planterait des graines dans de la terre, et à un moment donné, parce qu'on a lancé des graines, elles vont pouvoir germer. Si on n'a pas lancé de graines, si on n'a pas parlé, on ne donne pas l'occasion à la personne de prendre conscience qu'elle a un problème d'alcool. Vous voyez, c'est vraiment, si vous pouvez retenir quelque chose de ce webinaire, c'est parler, parler. C'est ce qu'il y a de plus important. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses d'autres questions à poser. Parce que je sais que dans les webinaires, c'est très important de respecter le timing. Je vois que Christelle est en train de taper, donc je vais attendre votre question. Ah, merci Christelle. Et puis, je vais repasser. Voilà, je vais vous remettre l'adresse du... Voilà, sur les questions-réponses, j'y suis. Et voilà, vous avez cette dernière slide avec les coordonnées du conseil et du GAN, bien sûr. Et voilà, si vous voulez nous solliciter, si vous voulez me solliciter après pour des questions personnelles, n'hésitez pas. Voilà, c'est le but de ce genre de webinaire. Bon, ben, merci à tous pour votre présence, et pour votre enthousiasme. Bah, c'est aussi grâce à vous que je continue, parce qu'avoir de tels messages, bah, écoutez, moi, écoutez, je vais continuer à faire à reproduire mon janvier sobre tous les mois. Bah, merci à vous tous.